¿Cómo va eso? Eso va perfecto, maravilloso. Bueno, El que me debe una colaboración. Vamos a buscarle. Yo te digo, eso no tiene problema, dale. Ay, no, no, qué pena. Y además a mí me consta, lo tengo súper claro, que tu familia también lo desea mucho. No soy yo. Ay, muchísimas gracias. La verdad no tengo como... Si te quedó claro. Sí. No me equivoqué. Así como tú hiciste la tuya. Y me gustaría muchísimo que me apoyes. Yo no te he hecho nada. Y no tengo la culpa de nada. Ay, mi niña, qué alegría me da ver. ¿Qué es eso? Te traje la sopa que más te gusta. Es increíble que una niña tan buena y dulce como tú no te... No, y la que está por venir. Que ya Adriancito está desesperado por tener... La lumière de fin d'après-midi traverse difficilement les persiennes de la salle de danse contemporaine, projetant des ombres longues et brisées sur le parquet usé. La musique résonne, un rythme sourd et saccadé qui exige une précision absolue. Souli est au centre, le souffle court, la sueur perlant sur son front, exécutant un mouvement de rotation complexe qui se termine par une chute contrôlée au sol. Autour d'elle, les autres danseurs s'arrêtent pour reprendre leur souffle, mais Souli reste au sol quelques secondes de plus, les yeux fermés, essayant de faire abstraction du poids des regards et des reproches de sa mère qui résonnent encore dans sa tête. Victor s'approche d'elle à pas feutrés, lui tendant une serviette et une bouteille d'eau fraîche, son visage marqué par un mélange d'admiration et d'inquiétude silencieuse. Victor, à voix basse, s'accroupissant près d'elle. « Tu t'es encore surpassé aujourd'hui, Souli. Mais tu pousses ton corps trop loin. Je le vois dans la façon dont tu retiens ta respiration à chaque réception. Tu portes toute l'attention de la maison sur tes épaules. Et si tu continues comme ça, tu vas finir par te blesser avant même la première de la saison. » Souli, ouvrant les yeux, prenant la serviette pour s'essuyer le visage avec un geste brusque. « Je n'ai pas le choix, Victor. Il faut que je sois irréprochable. Si je fais la moindre erreur, si je montre une seule faiblesse, ma mère aura la preuve qu'elle attendait pour me dire que j'ai gâché ma vie en quittant le ballet national. Elle ne voit pas ça comme de l'art. Elle voit ça comme une déchéance, un caprice de gamine qui a refusé le prestige pour traîner dans des salles obscures avec un groupe que personne ne connaît. » Victor, s'asseyant à côté d'elle sur le parquet, la voix empreinte de frustration. « Ce que ta mère pense ne devrait pas dicter ta façon de danser ni ta façon de vivre. Tu as pris cette décision parce que c'est ici que tu te sens libre. Mais je sais que le problème ne vient pas seulement d'elle. C'est nous, n'est-ce pas? C'est le fait qu'après chaque répétition, chacun doit repartir de son côté, que nous n'avons même pas un endroit à nous pour fermer la porte et oublier le reste du monde. » Souli, le regardant avec intensité, la voix brisée par l'émotion. « C'est tout ça à la fois. Quand je rentre chez ma grand-mère, je sens son amour, mais je sens aussi l'ombre de ma mère qui plane partout. Et quand je te demande d'avancer, de chercher un endroit ensemble, j'ai l'impression que tu recules, que tu te contentes de cette situation parce qu'elle t'évite d'affronter la réalité financière. On ne peut pas vivre indéfiniment d'amour et de promesses dans les couloirs d'une académie, Victor. » Se levant nerveusement, passant une main dans ses cheveux. « Tu crois vraiment que ça me plaît de la laisser partir chaque soir? Tu crois que je ne veux pas me réveiller à tes côtés dans notre propre maison? Souli, je suis réaliste. Un loyer dans cette ville, avec nos 2 salaires de danseurs, c'est du suicide. Si nous louons maintenant, nous ne pourrons même plus nous payer de quoi manger correctement ou acheter nos chaussures de travail. Je refuse de t'emmener dans une vie de misère où nous finirons par nous détester à cause des factures. » Se levant à son tour, lui faisant face avec détermination. « Je ne te demande pas le luxe, Victor. Je te demande du courage. Mon frère Adrien n'a pas attendu d'avoir des millions pour construire quelque chose de solide avec Elia. Ils travaillent, ils s'aident, ils avancent ensemble, au lieu de chercher 1000 excuses pour rester sur le bord du chemin. » Le temps montant légèrement, trahissant sa blessure propre. « Ne me compare pas à Adrien. Adrien a sa vie, il a ses propres opportunités, et il n'est pas dans le monde de l'art. Moi, je me bats avec ce que j'ai. Si tu veux qu'on prenne un risque, très bien, mais ne me dis pas que je manque de courage, alors que je me bats chaque jour pour que nous puissions au moins survivre sans dépendre de personne. » Le silence retombe lourdement dans la salle d'entraînement, alors que les derniers danseurs quittent les lieux, les laissant seuls face à leurs incertitudes. À l'autre bout de la ville, l'ambiance n'est pas moins étouffante à l'intérieur du gymnase. Les machines de musculation résonnent sous le bruit métallique des poids qui s'entrechoquent. Dorian marche de long en large derrière le comptoir d'accueil, les yeux rivés sur un cahier de compte rempli de ratures et de chiffres en rouge. Aïdana est assise sur le rebord du bureau, observant son téléphone avec une indifférence feinte, mais chaque regard qu'elle jette vers Dorian est chargé d'une exigence silencieuse et tranchante. Aïdana, rangeant son téléphone dans son sac, le ton sec et sarcastique. « Si tu continues à regarder ce cahier avec ce visage d'enterrement, les clients vont finir d'un partir en courant. Tu avais promis que la nouvelle promotion allait attirer du monde ce mois-ci, Dorian. Je regarde la salle et je vois les mêmes visages fatigués qui payent le tarif de base. Ce n'est pas avec ça que nous allons pouvoir nous offrir l'appartement dans le centre, ni changer de voiture avant la fin de l'année. » Dorian, fermant le cahier brutalement, s'appuyant des 2 mains sur le comptoir. « Aïdana, s'il t'appelait pas aujourd'hui. Je fais exactement ce qu'il faut faire. J'ai prolongé les horaires, j'ai parlé aux entraîneurs pour lancer les compétitions internes, mais les choses prennent du temps. Tu ne peux pas me demander de tripler les bénéfices d'un gymnase de quartier en 2 semaines. » Aïdana, se levant pour se placer juste devant lui, mais sans la voix m'étourdissant son regard. « Le temps, c'est ce que nous perdons pendant que d'autres avancent sans poser de questions. Regarde ton frère, regarde Adrien. Il n'a jamais eu besoin de se justifier. Il a sa maison, il a sa stabilité. Et maintenant il parade avec cette Elia qui joue les saintes dans la cuisine de ta mère. Et toi, qui es le propriétaire, ou du moins le copropriétaire de cet endroit, tu continues à compter les centimes pour savoir si nous pourrons aller au restaurant ce week-end. C'est humiliant, Dorian.
Dorian, les mâchoires serrées, sentant la moutarde du bord au nez. Je t'ai déjà interdit de me comparer à mon frère. Ce que possède Adrien, c'est son problème. Je suis Dorian, et je ne vais pas me mettre à faire des affaires louches ou à risquer le peu que nous avons construit ici, juste pour impressionner mes parents ou pour te donner l'illusion que nous sommes des rois. Le gymnase fonctionne, il paye les factures, il nous fait vivre. Si ça ne te suffit plus, il va falloir que tu m'expliques clairement ce que tu attends de moi. Aetana, esquissant un sourire froid, posant une main parfaitement manicurée sur le joue de Dorian. J'attends de toi que tu agisses comme un véritable homme d'affaires, mon amour, pas comme un petit employé qui a peur de son ombre. Il y a des propositions qui circulent, des gens qui cherchent des lieux discrets pour investir, pour laver un peu d'argent dans des structures de sport et de remise en forme. Si tu avais le courage d'ouvrir les yeux et d'écouter les bonnes personnes, au lieu de rester enfermé dans des principes rigides, nous aurions déjà tout ce dont nous rêvons. Écartant la main d'Aetana d'un geste sec, le regard assombri par la méfiance. De quelle personne tu parles, Aetana? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne veux aucune embrouille ici. Si la police ou les inspecteurs du fisc trouvent la moindre anomalie, c'est mon nom qui est sur les documents officiels, pas le tien. Je ne vais pas finir en prison pour que tu puisses rouler dans une voiture neuve. Haussant les épaules avec une froideur déconcertante, prenant sa veste. Tu es désespérément prévisible, Dorian. Continue à avoir peur, continue à laisser ta famille te regarder de haut. Mais ne t'étonne pas si un jour je me fatigue d'attendre que tu te réveilles. Elle tourne les talons et quitte le gymnase sans se retourner, laissant Dorian seul dans le silence lourd de la salle d'accueil, les poings serrés sur le comptoir, submergé par un sentiment d'impuissance et de colère sourde. Pendant ce temps, dans la cuisine chaleureuse et lumineuse de la maison familiale, l'atmosphère est en parfaite opposition. Une odeur riche d'ail doré et café fraîchement moulu emplit la pièce. Elia est près de la cuisinière, remuant délicatement une sauce à feu doux, un papier blanc noué autour de sa taille. Adrien est assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, la regardant avec une tendresse infinie qui semble effacer toute la fatigue de ses longues journées de travail. Adrien sourit en prenant une gorgée de café. Je te jure, Elia, depuis que tu as pris le contrôle de cette cuisine, la maison n'a plus la même âme. Même ma mère, qui trouve toujours quelque chose à redire sur tout le monde, ne cesse de chanter des louanges dès que tu as le de tourner. Tu as réussi un miracle, faire taire les critiques dans cette famille. Elia, se tournant vers lui avec un sourire lumineux, une cuillère en bois à la main. Ta mère est une femme formidable, Adrien. Il suffit de comprendre son langage. Elle a passé sa vie à s'inquiéter pour vous tous, à essayer de tout contrôler pour éviter que les choses ne s'effondrent. Quand je cuisine avec elle, quand je l'écoute me raconter vos bêtises d'enfance, je lui montre simplement qu'elle n'est plus toute seule pour porter le poids de la maison. C'est naturel pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille unie autour d'une table. Adrien, se levant pour s'approcher d'elle, l'enlaçant doucement par la taille par derrière. Et c'est exactement ce que nous allons construire, toi et moi, une vraie famille. Sans les tensions, sans les amertumes qui ont gâché la jeunesse de Souli et qui sont en train de rendre Dorian complètement fou. Quand je te vois ici, dans cette maison, je me dis que plus rien ne peut nous arriver. Nous avons les bases solides. Il ne nous manque plus qu'un enfant pour que le tableau soit parfait. Elia, posant ses mains sur les bras d'Adrien, son sourire se faisant plus doux mais légèrement pensif. Un enfant, Adrien, c'est ce que je souhaite le plus au monde, tu le sais. Mais je veux que nous prenions notre temps. Je veux que notre maison soit un havre de paix, pas un endroit où notre bébé ressentira les querelles de ses ongles, ou l'ombre des vieux secrets qui traînent encore ici. Tu as vu comment Souli est partie l'autre soir. Elle souffre terriblement de la rupture avec votre mère. Et Dorian a un regard qui m'inquiète de plus en plus. Il est tendu comme une corde de guitare. Souli, soupirant, appuyant son menton sur l'épaule d'Elia. Je sais pour Dorian. Aetana lui met une pression insensée. Elle a des ambitions qui ne correspondent pas à la réalité de notre vie, et elle le pousse dans ses derniers retranchements. J'ai essayé de lui parler, de lui proposer de l'aide pour réorganiser ses dettes au gymnase, mais il le prend comme une insulte. Il croit que j'essaye de l'humilier ou de lui faire la charité. Son orgueil va finir par le détruire s'il n'apprend pas à faire la part des choses. Elia, se retournant dans ses bras pour le regarder dans les yeux. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mon amour. Tu es un frère exceptionnel, mais Dorian et Souli doivent faire leurs propres choix, commettre leurs propres erreurs. Notre devoir, c'est de garder notre porte ouverte pour le jour où ils auront besoin d'un abri, pas de nous jeter dans leur tempête. Promets-moi que tu ne te laisseras pas entraîner dans les projets bizarres de Dorian, si jamais il vient te demander de l'argent ou des garanties. Adrien, lui embrassant doucement le front avec gravité. Je te le promets, Elia, ma priorité absolue, c'est toi, c'est notre avenir et la famille que nous allons fonder. Rien ne passera avant ça. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec fracas. Souli entre dans le couloir, jetant son sac de sport sur un fauteuil avec une violence qui fait sursauter Elia. Son visage est vermi, ses yeux rouges trahissant des larmes de rage qu'elle a refoulées tout le long du trajet depuis l'académie de danse. Adrien se détache d'Elia et fait quelques pas vers le salon, les sourcils froncés par l'inquiétude. Souli, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres dans cet état? Où est Victor? Souli se tourne vers son frère, la voix tremblante de colère et de fatigue. Victor est là où il est toujours, dans ses hésitations et ses calculs sans fin. Je n'en peux plus, Adrien. Je n'en peux plus d'être prise en sandwich entre une mère qui me prête comme une ratée parce que je veux danser ce que je sens, et un petit ami qui a peur de louer un studio de pièces sous prétexte qu'on ne pourra plus acheter de chaussures. Tout le monde me demande d'attendre, de me conformer, de baisser la tête. Elia, s'approchant doucement de Souli, lui tendant un verre d'eau fraîche. Bois un peu d'eau, Souli. Viens t'asseoir dans la cuisine avec nous. Ne reste pas là dans le couloir. Tu es épuisé, ça se voit. Quand le corps est fatigué, l'esprit voit tout en noir, et les problèmes semblent 10 fois plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Souli, prenant le verre sans boire, regardant Elia avec une amertume involontaire. C'est facile pour toi de dire ça, Elia. Toi, tu as tout réussi. Tu es parfaite dans la cuisine. Tu es parfaite avec Adrien. Ma mère t'adore comme si elle était sa propre fille. Et moi, je suis la brebis galeuse, celle qui a abandonné le prestigieux ballet national pour une compagnie obscure que personne ne viendra jamais voir. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait de sentir que sa propre mère a honte de vous. Adrien, le ton devenant plus ferme et protecteur. Ne parle pas comme ça, Elia. Elle n'y est pour rien dans des disputes avec maman. Et pour ce qui est de maman, tu sais très bien comment elle est. Elle a projeté ses propres rêves manqués sur toi pendant des années. Elle a besoin de temps pour digérer le fait que tu n'es plus sa petite poupée en tutu, mais une femme indépendante. Quant à Victor,
S'il est prudent avec l'argent, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas te faire vivre dans des conditions précaires. Tu ne devrais pas le mépriser pour ça. Je ne le méprise pas, je veux juste qu'on avance. Je veux juste sentir que ma vie m'appartient enfin, sans que quelqu'un me dise ce que je dois faire, où je dois vivre ou comment je dois danser. Alors que la discussion s'échauffe dans le salon, la porte s'ouvre à nouveau, laissant passer Dorian. Son visage est sombre, ses traits tirés par sa récente altercation avec Aitana. Il regarde la scène avec un cynisme évident, jetant ses clés sur la console de l'entrée avant de croiser les bras, s'appuyant contre le mur du couloir. Tiens, la grande réunion de famille. Il ne manquait plus que les pleurs de la ballerine incomprise pour couronner ma journée. Qu'est-ce qu'il y a encore, Sully? Maman n'a pas voulu te signer un chèque pour tes nouvelles chaussons de danse? Ou bien ton grand amour a encore oublié son portefeuille? Ferme-la, Dorian. Ce n'est vraiment pas le moment pour ton ironie à des sous. Tu vois bien qu'elle est à bout de nerfs. Si c'est pour venir déverser ta frustration ici, tu ferais mieux de retourner dans ton gymnase. Ma frustration? Tu parles de ma frustration, grand frère? C'est curieux parce que le seul qui semble vivre dans le monde des bisounours ici, c'est toi. Toi, avec ta vie bien rangée, tes leçons de morale et ta petite femme modèle qui fait la cuisine. Tu te crois supérieur à nous parce que tu n'as pas de problème d'argent, n'est-ce pas? Tu nous regardes nous débattre comme des insectes et tu distribues tes bons conseils d'un air condescendant? Je ne me crois supérieur à personne, mais contrairement à toi, je ne passe pas mes journées à pleurnicher sur mon sort, ni à écouter les folies d'une fille qui ne s'intéresse qu'à l'épaisseur de ton portefeuille. Si tu ne sais pas gérer ton commerce ni ta femme, ne viens pas t'en prendre à moi ni à Ilia. Adrien, arrête. Dorian, s'il te plaît, ça suffit. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes censés former une famille, pas un champ de bataille où chacun essaie de blesser l'autre là où ça fait le plus mal. Regardez dans quel état vous êtes. Vous êtes tous fous. Je ne veux plus vous entendre. Je rentre chez grand-mère. Au moins là-bas on me fout la paix. Elle claque la porte derrière elle, laissant un silence lourd et glacial s'installer dans la maison. Dorian regarde la porte fermée, puis tourne un regard vide vers Adrien et Elia. Il secoue la tête avec un sourire amer, ramasse ses clés et fait demi-tour sans prononcer un mot de plus, disparaissant dans la nuit tombante. Adrien reste figé au milieu du salon, les poings encore serrés, la respiration haletante, tandis qu'Elia s'approche lentement de lui pour lui prendre doucement la main, cherchant à ramener un peu de calme dans la tempête qui vient de dévaster leur soirée. Dans un autre coin de la ville, plus populaire et bruyant, l'ambiance est à la légèreté et à la comédie maladroite. Enrique est assis à la terrasse d'un petit café de quartier, ajustant nerveusement le col de sa chemise pour la 10e fois en 5 minutes. En face de lui, Claribel savoure un jus de mangue bien frais, un sourire amusé jouant sur ses lèvres alors qu'elle observe les efforts désespérés de son prétendant pour paraître à la fois décontracté et séduisant. Un peu plus loin, accoudé au comptoir avec une expression d'ennui total, Ulysses, le frère d'Enrique, les observe en sirotant un café noir, son regard trahissant un scepticisme absolu quant au talent de séducteur de son aîné. Alors comme ça, Enrique, vous affirmez que vous n'avez jamais utilisé le coup du « je paye vos médicaments parce que vous avez oublié votre monnaie » avec aucune autre femme avant moi? J'ai du mal à croire que les dieux de l'Olympe vous aient inspiré une rime aussi rapide juste pour mes beaux yeux. Vous devez avoir une solide expérience dans le sauvetage de demoiselles en détresse dans les pharmacies. Claribel, je vous jure sur l'honneur de toute ma famille, et même sur la tête de mon frère Ulysse qui nous regarde avec ses yeux de hibou là-bas, que c'était une première absolue. Quand je vous ai vu chercher votre monnaie avec cet air à la fois perdu et absolument adorable, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je n'ai pas eu le choix. C'était le destin qui me poussait à intervenir. Si je vous avais laissé partir ce jour-là, j'aurais passé le reste de mon existence à me le reprocher. Claribel, vous êtes un véritable poète de quartier, Enrique, mais j'avoue que votre culot a du charme. Cependant, votre frère là-bas a l'air de penser que vous êtes en train de vous rendre ridicule. Pourquoi est-ce que vous l'amenez partout avec vous si c'est pour qu'il joue les gardes de corps silencieux? Ulysses, oh, ne faites pas attention à lui, Claribel. Il est fait d'un bois différent. Il est sérieux, taiseux. Il passe sa vie à analyser le monde au lieu de le vivre. Je l'ai amené aujourd'hui parce qu'il devait me donner un coup de main pour transporter des cartons. Mais je vous assure que dès que nous aurons fini ce café, je vais l'expédier chez lui. Je veux que toute mon attention et chaque seconde de mon temps soient exclusivement consacrées à vous découvrir. Au même moment, Ulysses décide de s'approcher de la table, les mains enfouies dans les poches de son pantalon de travail, un léger sourire en coin témoignant de son amusement face à la situation. Ne le croyez pas sur parole, mademoiselle Claribel. Mon frère est un homme de cœur, c'est vrai, mais c'est aussi le plus grand baratineur de toute la province. S'il vous dit qu'il a écrit un poème en votre honneur, demandez-lui de vous montrer son carnet. Vous y trouverez sûrement les brouillons de l'année dernière. Mais je dois admettre une chose, depuis qu'il vous a croisé dans cette pharmacie, il n'arrête pas de parler de vous à la maison. Il en a même oublié de regarder ses matchs de football, ce qui tient du miracle scientifique. Allez, ça suffit la trahison familiale. Tu ne devais pas aller vérifier le moteur de la camionnette, toi. Laisse-nous discuter entre adultes civilisés au lieu de ruiner ma réputation auprès de la femme la plus extraordinaire de cette ville. Claribel rit de plus belle, charmée par cette complicité fraternelle maladroite mais authentique. Cette scène de simplicité et de chaleur humaine contraste radicalement avec la réalité austère d'un terrain de sport poussiéreux quelques rues plus au nord. Le soleil commence à décliner sérieusement, projetant une lumière orange sur la pelouse abîmée du terrain de football de l'école. Joel, un jeune garçon de 14 ans, aux vêtements couverts de terre et de sueur, jongle avec un ballon usé, son regard concentré uniquement sur le mouvement du cuir. À quelques pas du banc de touche, l'entraîneur Emilio, un homme d'âge mûr au visage taillé à la serpe et au regard perçant, discute fermement avec le frère aîné de Joel, qui est venu le chercher, croisant les bras sur sa poitrine, le ton sérieux et inflexible. «
Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Votre frère Joel a un don exceptionnel pour le football. Il a une vision du jeu, une vitesse et un contrôle du ballon que je n'ai pas vu chez un gamin de son âge depuis au moins 10 ans. Sur ce terrain, c'est un leader naturel, un prodige. Mais sa scolarité est un désastre total. Ses professeurs sont venus me voir ce matin. Il a raté 3 examens importants cette semaine et s'il continue sur cette lancée, il ne validera même pas son cycle de base. Soupirant, passant une main fatiguée sur sa nuque. Je sais, professeur Emilio. Je me bats avec lui tous les soirs à la maison, mais il ne veut rien entendre. Dès que je lui mets un livre entre les mains, il se braque. Il me répond que l'école ne sert à rien, qu'il ne veut pas être un employé de bureau ni un travailleur manuel comme notre père. Il s'est mis dans la tête qu'il va devenir un footballeur professionnel et que ça lui suffira pour vivre, secouant la tête avec gravité, appelant le garçon d'une voix forte. « Joel, viens ici tout de suite. Laisse ce ballon tranquille une minute. » Joel arrête de jongler, coince le ballon sous son bras et s'approche à pas lents, traînant des pieds, le regard rebelle et méfiant, sentant parfaitement que la conversation tourne autour de ses mauvaises notes. Le regardant droit dans les yeux, posant une main lourde sur son épaule. « Ton frère vient de me confirmer ce que tes professeurs m'ont dit. Tu crois que le football te dispense d'avoir un cerveau, Joel? Tu crois qu'un club professionnel va recruter un gamin qui n'est même pas capable de lire un contrat ou de comprendre une consigne tactique complexe écrite sur un tableau? La vie d'athlète ne tient qu'à un fil. Un tacle mal placé, une blessure au genou à 18 ans, et ton rêve de gloire s'évapore en une fraction de seconde. Si tu n'as aucun diplôme, aucune éducation dans ta poche pour rebondir, tu finiras par balayer les gradins de ce même stade où tu rêvais de courir. Baissant les yeux vers ses crampons, la voix têtue mais légèrement ébranlée. Je ne me blesserai pas, je suis plus rapide que les autres. Je n'ai pas besoin des mathématiques ou de l'histoire pour marquer des buts, professeur. Je veux juste jouer. C'est la seule chose que je sais faire. La seule chose qui me donne l'impression d'être quelqu'un. Le secouant légèrement pour le forcer à relever la tête. Tu es quelqu'un de bien, Joel. Mais tu es aussi un imbécile si tu crois que le talent pur suffit dans ce monde. Voici mon ultime condition. À partir de demain, si je n'ai pas un rapport hebdomadaire positif de tes professeurs confirmant que tu assistes à tous les cours et que tu rends tes devoirs en temps et en heure, je t'interdis l'accès à ce terrain. Tu ne porteras plus le maillot de l'équipe et tu ne participeras pas au tournoi de détection régional le mois prochain. C'est clair? Ou tu étudies comme un homme, ou tu abandonnes le football. C'est à toi de choisir. Le jeune garçon reste figé, le ballon glissant lentement dessous son bras pour rouler dans l'herbe sèche. Il regarde son frère, puis son entraîneur, comprenant pour la première fois que la réalité du monde adulte ne lui fera aucun cadeau et que sa passion ne le protégera pas des exigences de la vie. Pendant ce temps, la nuit est tombée sur la ville, et au cœur du quartier des affaires, les bureaux feutrés de Miguel baignent dans une lumière froide et artificielle. L'homme d'affaires, élégant et implacable, est assis derrière un imposant bureau en acajou. En face de lui se tient Aitana, son profil éclairé par les lueurs de la ville qui percent à travers la baie vitrée. L'atmosphère est lourde, chargée de secrets non dits et de complots dangereux. Versant un peu de remembré dans 2 verres de cristal, parlant d'une voix douce et mesurée. « Tu as l'air contrarié ce soir, Aitana. Ne me dis pas que notre ami Dorian a encore fait preuve de cette fameuse hésitation morale qui caractérise tant sa famille. J'avoue que sa lenteur à comprendre ses propres intérêts commence à me fatiguer sérieusement. Le monde des affaires n'attend pas les indécis. » Prenant le verre que Miguel lui tend, les yeux réduits à 2 fentes froides. Dorian est un lâche, Miguel. Il est terrorisé par les réglementations, par sa famille, par l'ombre de son frère Adrien. Je lui ai parlé de la possibilité d'injecter de nouveaux capitaux pour organiser la compétition de fitness. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait des investisseurs prêts à mettre de l'argent frais sans poser de questions. Mais il s'est braqué comme un mule. Il refuse de signer les autorisations d'extension si je ne lui donne pas les noms des commanditaires. C'est tout à fait normal. Dorian est un homme qui a besoin de se sentir en contrôle, même lorsqu'il ne contrôle absolument rien. Mais nous n'avons plus le temps d'attendre sa permission, ma chère. Le flux de marchandises que nous devons justifier à travers les comptes de service du gymnase doit impérativement commencer avant la fin du trimestre fiscal. Si Dorian ne veut pas signer de son plein gré, il va falloir l'amener à une situation où il n'aura plus d'autre alternative que d'accepter notre aide financière. Posant son verre sur le bureau, se penchant légèrement en avant. « Qu'est-ce que vous avez en tête, Miguel? Je veux bien pousser Dorian, mais je ne veux pas que le gymnase fasse faillite. C'est mon outil de travail, et c'est ma seule couverture pour justifier mon train de vie actuel. Si nous le détruisons, je perds tout ce que j'ai investi en temps et en énergie avec cet imbécile. » Se levant pour contourner le bureau et s'arrêter à côté d'elle, la voix murmurée comme une confidence empoisonnée. Il ne s'agit pas de le détruire, Aitana. Il s'agit de le mettre face à une urgence qu'il ne pourra pas résoudre avec les recettes quotidiennes de ses abonnés. Une inspection surprise des services d'hygiène ou de sécurité, par exemple, qui entraînerait une fermeture administrative temporaire et l'obligation de faire des travaux de mise aux normes coûteux et immédiats. Qui penses-tu qu'il viendra supplier pour obtenir un prêt de secours rapide, sans passage par les banques officielles et sans vérification de crédit? Un sourire lent et machiavélique apparaissant sur ses lèvres. Il viendra vers moi, il me demandera de recontacter les investisseurs privés dont je lui ai parlé, et pour sauver son précieux gymnase et son orgueil devant son frère, il signera n'importe quel contrat d'association sans même en lire les clauses en petits caractères. Lui tapotant doucement l'épaule, le regard triomphant. « Exactement. Tu es une femme brillante, Aitana. Tu as compris que dans cette ville, ceux qui ne veulent pas sauter dans le train en marche doivent être poussés sur les rails. Prépare les documents. Je me charge de déclencher la petite visite de contrôle administratif pour la fin de la semaine. Dès que Dorian sera à genoux, nous prendrons le contrôle total du compte d'exploitation du gymnase et tu auras enfin la vie et le statut que tu mérites tant. » La porte du bureau se referme sur leur accord silencieux, scellant le destin de Dorian dans un piège invisible et implacable.
Plus tard dans la nuit, la maison de la grand-mère de Souli est plongée dans une pénombre apaisante, loin du tumulte des complots et des ambitions dévorantes. La vieille femme est assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre du salon, une couverture en laine jetée sur ses genoux, observant Souli qui fait les 100 pas sur le vieux tapis, une tasse de tisane fumante entre les mains. Le silence de la pièce n'est troublé que par le tic-tac régulier d'une ancienne horloge murale. D'une voix douce, usée par le temps mais pleine d'une sagesse tranquille. « Arrête de tourner comme une âme en peine, ma petite fille. Tu vas finir par creuser un trou dans le plancher avec tes allers-retours. Viens t'asseoir près de moi. Laisse cette colère s'échapper de ton quart. Elle ne fait que t'empoisonner le sang et t'empêcher de voir clair dans ton propre destin. » S'asseyant sur un tabouret au pied de sa grand-mère, posant sa tête sur les genoux de la vieille femme. « Je n'y arrive pas, grand-mère. J'ai l'impression que le monde entier tourne à l'envers. Pourquoi est-ce si difficile d'être juste soi-même dans cette famille? Pourquoi ma mère ne peut-elle pas regarder ce que je fais sans voir une trahison de ses propres espoirs? Et pourquoi Victor, qui est censé aimer et comprendre ma passion, a-t-il si peur d'affronter la vie à mes côtés ?» Caressant doucement les cheveux de Souli avec ses mains ridées et tremblantes. « Ta mère, mon enfant, est une femme qui a vécu dans la peur du lendemain toute sa jeunesse. Quand elle te voyait sur la scène du Ballet National, dans la lumière, avec une carrière toute tracée et prestigieuse, elle se disait qu'au moins une de ses filles était à l'abri du besoin, à l'abri de la médiocrité et des souffrances qu'elle a elle-même connues. Sa colère contre toi aujourd'hui, ce n'est pas du mépris, c'est de la terreur pure. Elle a peur de te voir tomber, de te voir lutter dans la précarité comme elle l'a fait. C'est une façon maladroite et brutale d'aimer, je te l'accorde, mais ça reste de l'amour. » Levant les yeux vers sa grand-mère, une larme glissant lentement sur sa joue. « Et pour Victor, est-ce que c'est aussi de l'amour de me refuser un toit parce qu'il a peur des factures ?» esquissant un léger sourire indulgent. « Les hommes sont des créatures d'orgueil et de fragilité, Souli. Victor est un artiste comme toi. Il a une sensibilité à fleur de peau, mais il vit dans une société qui exige d'un homme qu'il soit un pourvoyeur, un roc inébranlable. S'il refuse de louer un appartement avec toi maintenant, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas assez, c'est parce qu'il est terrorisé à l'idée de ne pas être à la hauteur, d'échouer à te donner la sécurité que tu mérites. Tu ne peux pas lui demander d'avancer au même rythme que ta propre impatience. L'amour véritable ne consiste pas à forcer l'autre à sauter dans le vide avec nous, il consiste à lui donner la main jusqu'à ce qu'il se sente assez fort pour sauter de son propre gré. » Fermant les yeux, s'imprégnant de la chaleur et de la paix que dégage sa grand-mère. « Tu as toujours les mots pour tout apaiser, grand-mère. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas cette maison pour me réfugier quand le reste de ma vie s'effondre. » Le regard se faisant soudain plus lointain, teinté d'une tristesse prophétique. « Cette maison sera toujours ton refuge, ma fille, mais tu ne dois pas y rester cachée pour toujours. La vie t'attend dehors, avec ses tempêtes, ses injustices et ses joies inattendues. Regarde tes frères. Adrien construit sa vie avec courage, même s'il ne voit pas encore les pièges qui tournent autour de lui. Et ce pauvre Dorian se noie dans un verre d'eau, aveuglé par une femme qui ne l'aime pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle veut qu'il devienne. Vous êtes tous sur un bateau dans une mer agitée, Souli. Il faut tenir bon le gouvernail et ne jamais oublier qui vous êtes vraiment. » Alors que la nuit s'étend définitivement sur la Havane, enfermant chaque personnage dans ses espoirs, ses peurs et ses mensonges, le silence règne enfin dans les rues sombres. Mais ce silence n'est qu'une illusion, le calme précaire et trompeur qui précède l'éclatement d'une tempête inéluctable, où toutes les vérités finiront par remonter à la surface, emportant avec elles les certitudes et les illusions de chacun. La lumière de fin d'après-midi traverse difficilement les persiennes de la salle de danse contemporaine, projetant des ombres longues et brisées sur le parquet usé. La musique résonne, un rythme sourd et saccadé qui exige une précision absolue. Souli est au centre, le souffle court, la sueur perlant sur son front, exécutant un mouvement de rotation complexe qui se termine par une chute contrôlée au sol. Autour d'elle, les autres danseurs s'arrêtent pour reprendre leur souffle, mais Souli reste au sol quelques secondes de plus, les yeux fermés, essayant de faire abstraction du poids des regards et des reproches de sa mère qui résonnent encore dans sa tête. Victor s'approche d'elle à pas feutrés, lui tendant une serviette et une bouteille d'eau fraîche, son visage marqué par un mélange d'admiration et d'inquiétude silencieuse. Victor, à voix basse, s'accroupissant près d'elle. « Tu t'es encore surpassé aujourd'hui, Souli. Mais tu pousses ton corps trop loin. Je le vois dans la façon dont tu retiens ta respiration à chaque réception. Tu portes toute l'attention de la maison sur tes épaules. Et si tu continues comme ça, tu vas finir par te blesser avant même la première de la saison. » Souli, ouvrant les yeux, prenant la serviette pour s'essuyer le visage avec un geste brusque. « Je n'ai pas le choix, Victor. Il faut que je sois irréprochable. Si je fais la moindre erreur, si je montre une seule faiblesse, ma mère aura la preuve qu'elle attendait pour me dire que j'ai gâché ma vie en quittant le ballet national. Elle ne voit pas ça comme de l'art. Elle voit ça comme une déchéance, un caprice de gamine qui a refusé le prestige pour traîner dans des salles obscures avec un groupe que personne ne connaît. » Victor, s'asseyant à côté d'elle sur le parquet, la voix empreinte de frustration. « Ce que ta mère pense ne devrait pas dicter ta façon de danser ni ta façon de vivre. Tu as pris cette décision parce que c'est ici que tu te sens libre. Mais je sais que le problème ne vient pas seulement d'elle. C'est nous, n'est-ce pas? C'est le fait qu'après chaque répétition, chacun doit repartir de son côté, que nous n'avons même pas un endroit à nous pour fermer la porte et oublier le reste du monde. » Souli, le regardant avec intensité, la voix brisée par l'émotion. « C'est tout ça à la fois. Quand je rentre chez ma grand-mère, je sens son amour, mais je sens aussi l'ombre de ma mère qui plane partout. Et quand je te demande d'avancer, de chercher un endroit ensemble, j'ai l'impression que tu recules, que tu te contentes de cette situation parce qu'elle t'évite d'affronter la réalité financière. On ne peut pas vivre indéfiniment d'amour et de promesses dans des couloirs d'une académie, Victor. » Se levant nerveusement, passant une main dans ses cheveux. «
Tu crois vraiment que ça me plaît de la laisser partir chaque soir? Tu crois que je ne veux pas me réveiller à tes côtés dans notre propre maison? Souli, je suis réaliste. Un loyer dans cette ville, avec nos 2 salaires de danseurs, c'est du suicide. Si nous louons maintenant, nous ne pourrons même plus nous payer de quoi manger correctement ou acheter nos chaussures de travail. Je refuse de t'emmener dans une vie de misère où nous finirons par nous détester à cause des factures. Se levant à son tour, lui faisant face avec détermination. Je ne te demande pas le luxe, Victor, je te demande du courage. Mon frère Adrien n'a pas attendu d'avoir des millions pour construire quelque chose de solide avec Elia. Ils travaillent, ils s'aident, ils avancent ensemble, au lieu de chercher 1000 excuses pour rester sur le bord du chemin. Le temps montant légèrement, trahissant sa blessure propre. Ne me compare pas à Adrien. Adrien a sa vie, il a ses propres opportunités, et il n'est pas dans le monde de l'art. Moi, je me bats avec ce que j'ai. Si tu veux qu'on prenne un risque, très bien, mais ne me dis pas que je manque de courage, alors que je me bats chaque jour pour que nous puissions au moins survivre sans dépendre de personne. Le silence retombe lourdement dans la salle d'entraînement, alors que les derniers danseurs quittent les lieux, les laissant seuls face à leurs incertitudes. À l'autre bout de la ville, l'ambiance n'est pas moins étouffante à l'intérieur du gymnase. Les machines de musculation résonnent sous le bruit métallique des poids qui s'entrechoquent. Dorian marche de long à large derrière le comptoir d'accueil, les yeux rivés sur un cahier de compte rempli de ratures et de chiffres en rouge. Aïdana est assise sur le rebord du bureau, observant son téléphone avec une indifférence feinte, mais chaque regard qu'elle jette vers Dorian est chargé d'une exigence silencieuse et tranchante. Aïdana, rangeant son téléphone dans son sac, le ton sec et sarcastique. Si tu continues à regarder ce cahier avec ce visage d'enterrement, les clients vont finir d'un partir en courant. Tu avais promis que la nouvelle promotion allait attirer du monde ce mois-ci, Dorian. Je regarde la salle et je vois les mêmes visages fatigués qui payent le tarif de base. Ce n'est pas avec ça que nous allons pouvoir nous offrir l'appartement dans le centre, ni changer de voiture avant la fin de l'année. Dorian, fermant le cahier brutalement, s'appuyant des 2 mains sur le comptoir. Aïdana, s'il ne t'appelait pas aujourd'hui, je fais exactement ce qu'il faut faire. J'ai prolongé les horaires, j'ai parlé aux entraîneurs pour lancer les compétitions internes, mais les choses prennent du temps. Tu ne peux pas me demander de tripler les bénéfices d'un gymnase de quartier en 2 semaines. Aïdana, se levant pour se placer juste devant lui, mais sans la voix m'étourdissant son regard. Le temps, c'est ce que nous perdons pendant que d'autres avancent sans poser de questions. Regarde ton frère, regarde Adrien, il n'a jamais eu besoin de se justifier. Il a sa maison, il a sa stabilité, et maintenant il parade avec cette Elia qui joue les saintes dans la cuisine de ta mère. Et toi, qui es le propriétaire, ou du moins le copropriétaire de cet endroit, tu continues à compter les centimes pour savoir si nous pourrons aller au restaurant ce week-end. C'est humiliant, Dorian. Dorian, les mâchoires serrées, sentant la moutarde du portio au nez. Je t'ai déjà interdit de me comparer à mon frère. Ce que possède Adrien, c'est son problème. Je suis Dorian, et je ne vais pas me mettre à faire des affaires louches ou à risquer le peu que nous avons construit ici, juste pour impressionner mes parents ou pour te donner l'illusion que nous sommes des rois. Le gymnase fonctionne, il paye les factures, il nous fait vivre. Si ça ne te suffit plus, il va falloir que tu m'expliques clairement ce que tu attends de moi. Aïdana, esquissant un sourire froid, posant une main parfaitement manicurée sur le joue de Dorian. J'attends de toi que tu agisses comme un véritable homme d'affaires, mon amour, pas comme un petit employé qui a peur de son ombre. Il y a des propositions qui circulent, des gens qui cherchent des lieux discrets pour investir, pour laver un peu d'argent dans des structures de sport et de remise en forme. Si tu avais le courage d'ouvrir les yeux et d'écouter les bonnes personnes, au lieu de rester enfermé dans tes principes rigides, nous aurions déjà tout ce dont nous rêvons. Écartant la main d'Aïdana d'un geste sec, le regard assombri par la méfiance. De quelle personne tu parles, Aïdana? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne veux aucune embrouille ici. Si la police ou les inspecteurs du fisc trouvent la moindre anomalie, c'est mon nom qui est sur les documents officiels, pas le tien. Je ne vais pas finir en prison pour que tu puisses rouler dans une voiture neuve. Haussant les épaules avec une froideur déconcertante, prenant sa veste. Tu es désespérément prévisible, Dorian. Continue à avoir peur, continue à laisser ta famille te regarder de haut. Mais ne t'étonne pas si un jour je me fatigue d'attendre que tu te réveilles. Elle tourne les talons et quitte le gymnase sans se retourner, laissant Dorian seul dans le silence lourd de la salle d'accueil, les poings serrés sur le comptoir, submergé par un sentiment d'impuissance et de colère sourde. Pendant ce temps, dans la cuisine chaleureuse et lumineuse de la maison familiale, l'atmosphère est en parfaite opposition. Une odeur riche d'ail doré et café fraîchement moulu emplit la pièce. Elia est près de la cuisinière, remuant délicatement une sauce à feu doux, un tablier blanc noué autour de sa taille. Adrien est assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, la regardant avec une tendresse infinie qui semble effacer toute la fatigue de ses longues journées de travail. Adrien sourit en prenant une gorgée de café. Je te jure, Elia, depuis que tu as pris le contrôle de cette cuisine, la maison n'a plus la même âme. Même ma mère, qui trouve toujours quelque chose à redire sur tout le monde, ne cesse de chanter des louanges dès que tu as le dos tourné. Tu as réussi un miracle, faire taire les critiques dans cette famille. Elia, se tournant vers lui avec un sourire lumineux, une cuillère en bois à la main. Ta mère est une femme formidable, Adrien. Il suffit de comprendre son langage. Elle a passé sa vie à s'inquiéter pour vous tous, à essayer de tout contrôler pour éviter que les choses ne s'effondrent. Quand je cuisine avec elle, quand je l'écoute me raconter vos bêtises d'enfance, je lui montre simplement qu'elle n'est plus toute seule pour porter le poids de la maison. C'est naturel pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille unie autour d'une table. Adrien, se levant pour s'approcher d'elle, l'enlaçant doucement par la taille par derrière. Et c'est exactement ce que nous allons construire, toi et moi, une vraie famille. Sans les tensions, sans les amertumes qui ont gâché la jeunesse de Souli et qui sont en train de rendre Dorian complètement fou. Quand je te vois ici, dans cette maison, je me dis que plus rien ne peut nous arriver. Nous avons les bases solides. Il ne nous manque plus qu'un enfant pour que le tableau soit parfait. Elia, posant ses mains sur les bras d'Adrien, son sourire se faisant plus doux mais légèrement pensif. Un enfant, Adrien, c'est ce que je souhaite le plus au monde, tu le sais. Mais je veux que nous prenions notre temps. Je veux que notre maison soit un havre de paix, pas un endroit où notre bébé ressentira les querelles de ses ongles, ou l'ombre des vieux secrets qui traînent encore ici. Tu as vu comment Souli est partie l'autre soir. Elle souffre terriblement de la rupture avec votre mère. Et Dorian a un regard qui m'inquiète de plus en plus. Il est tendu comme une corde de guitare. Souli, soupirant, appuyant son menton sur l'épaule d'Elia. Je sais pour Dorian. Aïdana a mis une pression insensée. Elle a des ambitions qui ne correspondent pas à la réalité de notre vie, et elle le pousse dans ses derniers retranchements. J'ai essayé de lui parler, de lui proposer de l'aide pour réorganiser ses dettes au gymnase, mais il le prend comme une insulte. Il croit que j'essaye de l'humilier ou de lui faire la charité.
Son orgueil va finir par le détruire s'il n'apprend pas à faire la part des choses. Ilia, se retournant dans ses bras pour le regarder dans les yeux. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mon amour. Tu es un frère exceptionnel, mais Dorian et Sully doivent faire leurs propres choix, commettre leurs propres erreurs. Notre devoir, c'est de garder notre porte ouverte pour le jour où ils auront besoin d'un abri, pas de nous jeter dans leur tempête. Promets-moi que tu ne te laisseras pas entraîner dans les projets bizarres de Dorian, si jamais il vient te demander de l'argent ou des garanties. Adrien, lui embrassant doucement le front avec gravité. Je te le promets, Elia, ma priorité absolue, c'est toi, c'est notre avenir et la famille que nous allons fonder. Rien ne passera avant ça. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec fracas. Sully entre dans le couloir, jetant son sac de sport sur un fauteuil avec une violence qui fait sursauter Elia. Son visage est vermi, ses yeux rouges trahissant des larmes de rage qu'elle a refoulées tout le long du trajet depuis l'académie de danse. Adrien se détache d'Elia et fait quelques pas vers le salon, les sourcils froncés par l'inquiétude. Sully, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres dans cet état? Où est Victor? Sully se tourne vers son frère, la voix tremblante de colère et de fatigue. Victor est là où il est toujours, dans ses hésitations et ses calculs sans fin. Je n'en peux plus, Adrien. Je n'en peux plus d'être prise en sandwich entre une mère qui me prête comme une ratée parce que je ferai danser ce que je sens, et un petit ami qui a peur de louer un studio de pièces sous prétexte qu'on ne pourra plus acheter de chaussures. Tout le monde me demande d'attendre, de me conformer, de baisser la tête. Elia, s'approchant doucement de Sully, lui tendant un verre d'eau fraîche. Bois un peu d'eau, Sully. Viens d'asseoir dans la cuisine avec nous. Ne reste pas là dans le couloir. Tu es épuisé, ça se voit. Quand le corps est fatigué, l'esprit voit tout en noir, et les problèmes semblent 10 fois plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Sully, prenant le verre sans boire, regardant Elia avec une amertume involontaire. C'est facile pour toi de dire ça, Elia. Toi, tu as tout réussi. Tu es parfaite dans la cuisine. Tu es parfaite avec Adrien. Ma mère t'adore comme si elle était sa propre fille. Et moi, je suis la brebis galeuse, celle qui a abandonné le prestigieux ballet national pour une compagnie obscure que personne ne viendra jamais voir. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait de sentir que sa propre mère a honte de vous. Adrien, le ton devenant plus ferme et protecteur. Ne parle pas comme ça, Elia. Elle n'y est pour rien dans des disputes avec maman. Cette scène de simplicité et de chaleur humaine contraste radicalement avec la réalité austère d'un terrain de sport poussiéreux quelques rues plus au nord. Le soleil commence à décliner sérieusement, projetant une lumière orange sur la pelouse abîmée du terrain de football de l'école. Joel, un jeune garçon de 14 ans, aux vêtements couverts de terre et de sueur, jongle avec un ballon usé, son regard concentré uniquement sur le mouvement du cuir. À quelques pas du banc de touche, l'entraîneur Emilio, un homme d'âge mûr au visage taillé à la serpe et au regard perçant, discute fermement avec le frère aîné de Joel, qui est venu le chercher. Croisant les bras sur sa poitrine, le ton sérieux et inflexible. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Votre frère Joel a un don exceptionnel pour le football. Il a une vision du jeu, une vitesse et un contrôle du ballon que je n'ai pas vu chez un gamin de son âge depuis au moins 10 ans. Sur ce terrain, c'est un leader naturel, un prodige. Mais sa scolarité est un désastre total. Ses professeurs sont venus me voir ce matin. Il a raté 3 examens importants cette semaine et s'il continue sur cette lancée, il ne validera même pas son cycle de base. » Soupirant, passant une main fatiguée sur sa nuque. « Je sais, professeur Emilio. Je me bats avec lui tous les soirs à la maison. Mais il ne veut rien entendre. Dès que je lui mets un livre entre les mains, il se braque. Il me répond que l'école ne sert à rien, qu'il ne veut pas être un employé de bureau ni un travailleur manuel comme notre père. Il s'est mis dans la tête qu'il va devenir un footballeur professionnel et que ça lui suffira pour vivre, secouant la tête avec gravité, appelant le garçon d'une voix forte. « Joel, viens ici tout de suite. Laisse ce ballon tranquille une minute. » Joel arrête de jongler, coince le ballon sous son bras et s'approche à pas lents, traînant des pieds, le regard rebelle et méfiant, sentant parfaitement que la conversation tourne autour de ses mauvaises notes. Le regardant droit dans les yeux, posant une main lourde sur son épaule. « Ton frère vient de me confirmer ce que tes professeurs m'ont dit. Tu crois que le football te dispense d'avoir un cerveau, Joel? Tu crois qu'un club professionnel va recruter un gamin qui n'est même pas capable de lire un contrat ou de comprendre une consigne tactique complexe écrite sur un tableau? La vie d'athlète ne tient qu'à un fil. Un tacle mal placé, une blessure au genou à 18 ans, et ton rêve de gloire s'évapore en une fraction de seconde. Si tu n'as aucun diplôme, aucune éducation dans ta poche pour rebondir, tu finiras par balayer les gradins de ce même stade où tu rêvais de courir. » Baissant les yeux vers ses crampons, la voix têtue mais légèrement ébranlée. « Je ne me blesserai pas, je suis plus rapide que les autres. Je n'ai pas besoin des mathématiques ou de l'histoire pour marquer des buts, professeur. Je veux juste jouer. C'est la seule chose que je sais faire. La seule chose qui me donne l'impression d'être quelqu'un. » Le secouant légèrement pour le forcer à relever la tête. « Tu es quelqu'un de bien, Joel, mais tu es aussi un imbécile si tu crois que le talent pur suffit dans ce monde. Voici mon ultime condition. À partir de demain, si je n'ai pas un rapport hebdomadaire positif de tes professeurs confirmant que tu assistes à tous les cours et que tu rends tes devoirs en temps et en heure, je t'interdis l'accès à ce terrain. Tu ne porteras plus le maillot de l'équipe et tu ne participeras pas au tournoi de détection régional le mois prochain. C'est clair? Ou tu étudies comme un homme, ou tu abandonnes le football. C'est à toi de choisir. » Le jeune garçon reste figé, le ballon glissant lentement dessous son bras pour rouler dans l'herbe sèche. Il regarde son frère, puis son entraîneur, comprenant pour la première fois que la réalité du monde adulte ne lui fera aucun cadeau et que sa passion ne le protégera pas des exigences de la vie. Pendant ce temps, la nuit est tombée sur la ville, et au cœur du quartier des affaires, les bureaux feutrés de Miguel baignent dans une lumière froide et artificielle. L'homme d'affaires, élégant et implacable, est assis derrière un imposant bureau en acajou. En face de lui se tient Aitana, son profil éclairé par les lueurs de la ville qui percent à travers la baie vitrée. L'atmosphère est lourde, chargée de secrets non dits et de complots dangereux. Versant un peu de rhum ambré dans 2 verres de cristal, parlant d'une voix douce et mesurée. « Tu as l'air contrariée ce soir, Aitana. Ne me dis pas que notre ami Dorian a encore fait preuve de cette fameuse hésitation morale qui caractérise tant sa famille. J'avoue que sa lenteur à comprendre ses propres intérêts commence à me fatiguer sérieusement.
Le monde des affaires n'attend pas les indécis. Prenant le verre que Miguel lui tend, les yeux réduits à 2 fentes froides. Dorian est un lâche, Miguel. Il est terrorisé par les réglementations, par sa famille, par l'ombre de son frère Adrien. Je lui ai parlé de la possibilité d'injecter de nouveaux capitaux pour organiser la compétition de fitness. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait des investisseurs prêts à mettre de l'argent frais sans poser de questions. Mais il s'est braqué comme un mule. Il refuse de signer les autorisations d'extension si je ne lui donne pas les noms des commanditaires. C'est tout à fait normal. Dorian est un homme qui a besoin de se sentir en contrôle, même lorsqu'il ne contrôle absolument rien. Mais nous n'avons plus le temps d'attendre sa permission, ma chère. Le flux de marchandises que nous devons justifier à travers les comptes de service du gymnase doit impérativement commencer avant la fin du trimestre fiscal. Si Dorian ne veut pas signer de son plein gré, il va falloir l'amener à une situation où il n'aura plus d'autre alternative que d'accepter notre aide financière. Posant son verre sur le bureau, se penchant légèrement en avant. Qu'est-ce que vous avez en tête, Miguel? Je veux bien pousser Dorian, mais je ne veux pas que le gymnase fasse faillite. C'est mon outil de travail, et c'est ma seule couverture pour justifier mon train de vie actuel. Si nous le détruisons, je perds tout ce que j'ai investi en temps et en énergie avec cet imbécile. Se levant pour contourner le bureau et s'arrêter à côté d'elle, la voix murmurée comme une confidence empoisonnée. Il ne s'agit pas de le détruire, Aitana. Il s'agit de le mettre face à une urgence qu'il ne pourra pas résoudre avec les recettes quotidiennes de ses abonnés. Une inspection surprise des services d'hygiène ou de sécurité, par exemple, qui entraînerait une fermeture administrative temporaire et l'obligation de faire des travaux de mise aux normes coûteux et immédiats. Qui penses-tu qu'il viendra supplier pour obtenir un prêt de secours rapide, sans passage par les banques officielles et sans vérification de crédit? Un sourire lent et machiavélique apparaissant sur ses lèvres. Il viendra vers moi, il me demandera de recontacter les investisseurs privés dont je lui ai parlé, et pour sauver son précieux gymnase et son orgueil devant son frère, il signera n'importe quel contrat d'association sans même en lire les clauses en petits caractères. Lui tapotant doucement l'épaule, le regard triomphant. « Exactement. Tu es une femme brillante, Aitana. Tu as compris que dans cette ville, ceux qui ne veulent pas sauter dans le train en marche doivent être poussés sur les rails. Prépare les documents. Je me charge de déclencher la petite visite de contrôle administratif pour la fin de la semaine. Dès que Dorian sera à genoux, nous prendrons le contrôle total du compte d'exploitation du gymnase et tu auras enfin la vie et le statut que tu mérites tant. » La porte du bureau se referme sur leur accord silencieux, scellant le destin de Dorian dans un piège invisible et implacable. Plus tard dans la nuit, la maison de la grand-mère de Souli est plongée dans une pénombre apaisante, loin du tumulte des complots et des ambitions dévorantes. La vieille femme est assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre du salon, une couverture en laine jetée sur ses genoux, observant Souli qui fait les 100 pas sur le vieux tapis, une tasse de tisane fumante entre les mains. Le silence de la pièce n'est troublé que par le tic-tac régulier d'une ancienne horloge murale. D'une voix douce, usée par le temps mais pleine d'une sagesse tranquille. « Arrête de tourner comme une âme en peine, ma petite fille. Tu vas finir par creuser un trou dans le plancher avec tes allers-retours. Viens t'asseoir près de moi. Laisse cette colère s'échapper de ton quart. Elle ne fait que t'empoisonner le sang et t'empêcher de voir clair dans ton propre destin. » S'asseyant sur un tabouret au pied de sa grand-mère, posant sa tête sur les genoux de la vieille femme. « Je n'y arrive pas, grand-mère. J'ai l'impression que le monde entier tourne à l'envers. Pourquoi est-ce si difficile d'être juste soi-même dans cette famille? Pourquoi ma mère ne peut-elle pas regarder ce que je fais sans voir une trahison de ses propres espoirs? Et pourquoi Victor, qui est censé aimer et comprendre ma passion, a-t-il si peur d'affronter la vie à mes côtés, caressant doucement les cheveux de Souli avec ses mains ridées et tremblantes? Ta mère, mon enfant, est une femme qui a vécu dans la peur du lendemain toute sa jeunesse. Quand elle te voyait sur la scène du Ballet National, dans la lumière, avec une carrière toute tracée et prestigieuse, elle se disait qu'au moins une de ses filles était à l'abri du besoin, à l'abri de la médiocrité et des souffrances qu'elle a elle-même connues. Sa colère contre toi aujourd'hui, ce n'est pas du mépris, c'est de la terreur pure. Elle a peur de te voir tomber, de te voir lutter dans la précarité comme elle l'a fait. C'est une façon maladroite et brutale d'aimer, je te l'accorde, mais ça reste de l'amour. Levant les yeux vers sa grand-mère, une larme glissant lentement sur sa joue. Et pour Victor, est-ce que c'est aussi de l'amour de me refuser un toit parce qu'il a peur des factures? Esquissant un léger sourire indulgent. Les hommes sont des créatures d'orgueil et de fragilité, Souli. Victor est un artiste comme toi. Il a une sensibilité à fleur de peau, mais il vit dans une société qui exige d'un homme qu'il soit un pourvoyeur, un roc inébranlable. S'il refuse de louer un appartement avec toi maintenant, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas assez, c'est parce qu'il est terrorisé à l'idée de ne pas être à la hauteur, d'échouer à te donner la sécurité que tu mérites. Tu ne peux pas lui demander d'avancer au même rythme que ta propre impatience. L'amour véritable ne consiste pas à forcer l'autre à sauter dans le vide avec nous, il consiste à lui donner la main jusqu'à ce qu'il se sente assez fort pour sauter de son propre gré. Fermant les yeux, s'imprégnant de la chaleur et de la paix que dégage sa grand-mère. Tu as toujours les mots pour tout apaiser, grand-mère. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas cette maison pour me réfugier quand le reste de ma vie s'effondre. Le regard se faisant soudain plus lointain, teinté d'une tristesse prophétique. Cette maison sera toujours ton refuge, ma fille, mais tu ne dois pas y rester cachée pour toujours. La vie t'attend dehors, avec ses tempêtes, ses injustices et ses joies inattendues. Regarde tes frères. Adrien construit sa vie avec courage, même s'il ne voit pas encore les pièges qui tournent autour de lui. Et ce pauvre Dorian,
Dorian se noie dans un verre d'eau, aveuglé par une femme qui ne l'aime pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle veut qu'il devienne. Vous êtes tous sur un bateau dans une mer agitée, Sully. Il faut tenir bon le gouvernail et ne jamais oublier qui vous êtes vraiment. Alors que la nuit s'étend définitivement sur la Havane, enfermant chaque personnage dans ses espoirs, ses peurs et ses mensonges, le silence règne enfin dans les rues sombres. Mais ce silence n'est qu'une illusion, le calme précaire et trompeur qui précède l'éclatement d'une tempête inéluctable, où toutes les vérités finiront par remonter à la surface, emportant avec elles les certitudes et les illusions de chacun. Sans poser de questions, regarde ton frère, regarde Adrien, il n'a jamais eu besoin de se justifier, il a sa maison, il a sa stabilité, et maintenant il parade avec cette Elia qui joue les saintes dans la cuisine de ta mère, et toi, qui es le propriétaire, ou du moins le copropriétaire de cet endroit, tu continues à compter les centimes pour savoir si nous pourrons aller au restaurant ce week-end. C'est humiliant, Dorian. Dorian, les mâchoires serrées, sentant la moutarde du portionnée. Je t'ai déjà interdit de me comparer à mon frère, ce que possède Adrien, c'est son problème. Je suis Dorian, et je ne vais pas me mettre à faire des affaires louches ou à risquer le peu que nous avons construit ici, juste pour impressionner mes parents ou pour te donner l'illusion que nous sommes des rois. Le gymnase fonctionne, il paye les factures, il nous fait vivre. Si ça ne te suffit plus, il va falloir que tu m'expliques clairement ce que tu attends de moi. Aetana, esquissant un sourire froid, posant une main parfaitement manicurée sur le joue de Dorian. J'attends de toi que tu agisses comme un véritable homme d'affaires, mon amour, pas comme un petit employé qui a peur de son ombre. Il y a des propositions qui circulent, des gens qui cherchent des lieux discrets pour investir, pour laver un peu d'argent dans des structures de sport et de remise en forme. Si tu avais le courage d'ouvrir les yeux et d'écouter les bonnes personnes, au lieu de rester enfermé dans des principes rigides, nous aurions déjà tout ce dont nous rêvons. Écartant la main d'Aetana d'un geste sec, le regard assombri par la méfiance. De quelle personne tu parles, Aetana? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne veux aucune embrouille ici. Si la police ou les inspecteurs du fisc trouvent la moindre anomalie, c'est mon nom qui est sur les documents officiels, pas le tien. Je ne vais pas finir en prison pour que tu puisses rouler dans une voiture neuve. Haussant les épaules avec une froideur déconcertante, prenant sa veste. Tu es désespérément prévisible, Dorian. Continue à avoir peur, continue à laisser ta famille te regarder de haut. Mais ne t'étonne pas si un jour je me fatigue d'attendre que tu te réveilles. Elle tourne les talons et quitte le gymnase sans se retourner, laissant Dorian seul dans le silence lourd de la salle d'accueil, les poings serrés sur le comptoir, submergé par un sentiment d'impuissance et de colère sourde. Pendant ce temps, dans la cuisine chaleureuse et lumineuse de la maison familiale, l'atmosphère est en parfaite opposition. Une odeur riche d'ail doré et café fraîchement moulu emplit la pièce. Elia est près de la cuisinière, remuant délicatement une sauce à feu doux, un papier blanc noué autour de sa taille. Adrien est assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, la regardant avec une tendresse infinie qui semble effacer toute la fatigue de ses longues journées de travail. Adrien sourit en prenant une gorgée de café. Je te jure, Elia, depuis que tu as pris le contrôle de cette cuisine, la maison n'a plus la même âme. Même ma mère, qui trouve toujours quelque chose à redire sur tout le monde, ne cesse de chanter des louanges dès que tu as le dos tourné. Tu as réussi un miracle, faire taire les critiques dans cette famille. Elia, se tournant vers lui avec un sourire lumineux, une cuillère en bois à la main. Ta mère est une femme formidable, Adrien. Il suffit de comprendre son langage. Elle a passé sa vie à s'inquiéter pour vous tous, à essayer de tout contrôler pour éviter que les choses ne s'effondrent. Quand je cuisine avec elle, quand je l'écoute me raconter vos bêtises d'enfance, je lui montre simplement qu'elle n'est plus toute seule pour porter le poids de la maison. C'est naturel pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille unie autour d'une table. Adrien, se levant pour s'approcher d'elle, l'enlaçant doucement par la taille par derrière. Et c'est exactement ce que nous allons construire, toi et moi, une vraie famille. Sans les tensions, sans les amertumes qui ont gâché la jeunesse de Sully et qui sont en train de rendre Dorian complètement fou. Quand je te vois ici, dans cette maison, je me dis que plus rien ne peut nous arriver. Nous avons les bases solides. Il ne nous manque plus qu'un enfant pour que